Avant d'aller plus loin, respirez profondément. Car ce que vous allez entendre ne parle pas d'argent. Il est question de contrôle. Il est question de choix. Il s'agit de savoir si vous passez votre vie à courir sur un tapis roulant construit par quelqu'un d'autre, ou si vous en descendez, regardez autour de vous et tracez votre propre chemin. On inculque à la plupart des gens une seule et même histoire du succès: travailler dur, bien se comporter, avoir de bonnes notes, trouver un emploi stable, gravir les échelons avec prudence, prendre une retraite paisible. Et si quelque chose cloche en cours de route? On leur dit que l'inconfort est normal, que le stress est le prix à payer pour devenir adulte, que l'épuisement est la preuve de leur responsabilité. Mais si cette histoire était incomplète? Et si les règles qu'on vous a inculquées étaient conçues pour un monde qui n'existe plus? Ce livre audio explore deux mentalités. Non pas deux personnes, mais deux façons d'envisager la vie. L'une considère l'argent comme une chose à poursuivre, l'autre comme quelque chose que l'on construit. L'une privilégie la sécurité au détriment du temps, l'autre met en place des systèmes qui fonctionnent même lorsque le temps est compté. L'une se demande: combien est-ce que je gagne? L'autre question est: qu'est-ce qui m'appartient, et qu'est-ce qui me possède? Il ne s'agit pas d'un rêve de richesse facile. Ici, pas de raccourci. Ce que vous allez entendre est bien plus dérangeant, et bien plus puissant. Vous comprendrez pourquoi l'intelligence seule ne crée pas la richesse. Pourquoi un revenu élevé engendre souvent plus de stress, et non la liberté. Pourquoi les écoles enseignent des compétences qui contribuent à la croissance des entreprises, mais rarement celles qui permettent aux individus de s'émanciper. Vous entendrez des histoires, des échecs, des prises de conscience durement acquises. Et vous commencerez à remarquer des schémas que vous ne pourrez plus ignorer. Des schémas dans la façon dont les gens parlent d'argent. Des schémas dans la façon dont la peur influence les décisions. Des schémas dans la façon dont le confort vole silencieusement des décennies. Ce livre audio ne vous invite pas à la rébellion. Il vous invite à réfléchir. À remettre en question des hypothèses que vous n'avez peut-être jamais formulées. À dissocier l'effort du résultat. L'activité du progrès. Le revenu de l'indépendance. Car la vérité est que nombreux sont ceux qui travaillent plus dur chaque année, et se sentent plus libres chaque année. D'autres travaillent plus dur chaque année, et se sentent piégés. Même monde. Même économie. Des schémas de pensée très différents. Ce livre audio traite de la construction d'un second cadre de vie. Pas du jour au lendemain. Pas à la légère. Mais de manière réfléchie. Alors, écoutez lentement. Laissez les idées mûrir. Réécoutez les passages qui vous mettent mal à l'aise. Ce malaise est souvent le signe qu'une vieille croyance s'effrite. C'est une histoire d'argent. Mais plus que cela. C'est l'histoire de ce que vous devenez lorsque vous cessez de laisser l'argent définir qui vous êtes. Chapitre 1. Deux chemins, un choix. Quand on parle de réussite, on parle généralement de résultats, salaire, titre, maison, voiture. Mais les résultats marquent la fin d'une histoire, pas son commencement. Toute vie financière débute par un ensemble de croyances inconscientes, assimilées silencieusement. De mes parents, de mes professeurs, de la culture, de la peur. Imaginez un enfant grandissant auprès de deux adultes. L'un croit que la sécurité découle de l'obéissance, l'autre qu'elle découle de la compréhension des systèmes. L'un avertit: ne prends pas de risque. L'autre demande: quel est le risque de ne rien faire? Aucun n'est malveillant, aucun n'est insensé. Mais ils jouent à des jeux totalement différents. Le premier est axé sur la stabilité, le second sur l'effet de levier. Le premier récompense la conformité, le second la curiosité. Et la plupart des gens ne sont jamais informés de l'existence de ces différents jeux. On leur impose des règles et on leur dit de les suivre. Dans le jeu de la stabilité, l'argent est émotionnel.
Il est lié à la peur, à l'approbation, à l'identité. On demande « Que fais-tu dans la vie ?» Autrement dit, comment gagnes-tu ta vie? Dans le jeu de l'effet de levier, l'argent est informationnel. C'est un outil. Une mesure. Un reflet des flux de valeur. On nous demande souvent « Quel problème résolvez-vous » et qui vous rémunère régulièrement pour cela. Même monnaie. Langage différent. Une mentalité dit « Je travaille pour l'argent ». L'autre, plus discrètement, se demande « Comment l'argent peut-il fonctionner sans ma présence ?» Il ne s'agit pas de paresse, mais de direction. Si chaque euro gagné requiert votre présence physique. Que se passe-t-il lorsque l'énergie faiblit? Lorsque la santé se dégrade? Lorsque le temps manque? Cette question, à elle seule, détermine les parcours financiers. La plupart des gens ne se la posent jamais. Ils sont trop occupés. Occupés à payer leurs factures. Occupés à courir après les augmentations. Occupés à améliorer leur train de vie, ils exigent toujours plus d'efforts. C'est ainsi que les personnes intelligentes s'épuisent. Non pas par manque de compétences, mais parce qu'elles courent dans la mauvaise direction, malgré leur discipline. La première leçon ne concerne pas l'argent, mais la prise de conscience. Il s'agit de reconnaître que vos résultats financiers ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'habitudes. Les habitudes naissent de croyances. Les croyances naissent d'histoires que vous avez acceptées bien avant de pouvoir les remettre en question. Ce livre audio vous propose de réécrire ces histoires. Non pas en refusant de travailler, mais en comprenant quel type de travail engendre la liberté. Et cela commence par une prise de conscience, il n'y a rien de noble à rester dans l'incertitude. Il n'y a rien de moral à lutter contre les difficultés financières. Et il n'y a rien de honteux à vouloir maîtriser son temps. Dès l'instant où l'on perçoit l'argent comme un système plutôt que comme un simple salaire, tout change. Chapitre 2. Pourquoi un revenu élevé n'est pas synonyme de liberté? Pour la plupart des gens, la définition du succès est simple, gagner plus d'argent. Cela paraît logique, responsable, voire indiscutable. Si les revenus augmentent, la vie devrait s'améliorer, le stress diminuer et la liberté s'accroître. Pourtant, autour de nous, c'est tout le contraire. On gagne plus que jamais, on travaille plus longtemps que jamais et on se sent plus piégé que jamais. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma récurrent. Et une fois qu'on l'a compris, on ne peut plus l'ignorer. Un revenu élevé impressionne, certes, mais impressionner ne signifie pas être libre. Le revenu indique la quantité d'argent qui entre. La liberté dépend du contrôle que l'on exerce sur soi. La plupart des gens confondent les deux. Ils croient qu'un salaire plus élevé garantit automatiquement la sécurité. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le contrat invisible qui l'accompagne souvent. Plus de revenus s'accompagnent généralement de plus d'attentes, plus d'obligations, plus de pression pour maintenir les apparences, plus de peur de perdre ce sur quoi on a bâti son identité. La cage ne se construit pas d'un coup. Elle se construit lentement, promotion après promotion, promotion après promotion. Et les barreaux sont confortables. Une plus belle maison. Une meilleure voiture. Des vacances qui rendent bien en photo. Des abonnements. Des adhésions. Des engagements. Chaque chose semble méritée. Chaque chose semble acquise. Jusqu'au jour où vous réalisez que vos dépenses mensuelles ont discrètement grignoté vos options. À ce moment-là, le revenu ne représente plus une opportunité. Il représente la survie. Vous ne pouvez plus vous retirer. Vous ne pouvez plus ralentir. Vous ne pouvez plus prendre de risques. Non pas par manque de courage, mais parce que trop de personnes et de pays dépendent de votre maintien au même niveau. C'est ainsi que les personnes aux revenus élevés deviennent vulnérables. Il existe un mot rarement utilisé dans les discussions financières,
mais qui explique tout, l'élasticité. L'élasticité financière est votre capacité à vous adapter aux changements de circonstances. Si vos revenus s'arrêtaient demain, combien de temps pourriez-vous respirer sereinement? 1 mois? 6 mois? 1 an? Ou la panique vous gagnerait-elle immédiatement? Pour de nombreux professionnels à haut revenu, la réponse est dérangeante. Malgré des revenus plus élevés, ils ont construit des vies qui exigent un mouvement constant. Comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. S'arrêter, c'est tomber. Ce n'est pas un échec. C'est un choix délibéré. La plupart des systèmes récompensent la consommation, et non l'épargne. Le statut prime sur la stabilité. La consommation prime sur le contrôle. Et les gens sont bien plus sensibles aux incitations qu'à leurs intentions. Ce piège comporte une autre dimension, émotionnelle. À mesure que les revenus augmentent, l'identité s'y rattache. On n'est plus simplement une personne. On est un titre. Une réputation. Une norme que les autres attendent de nous. Ralentir son rythme est perçu comme une régression. Dire non semble irresponsable. Se reposer paraît dangereux. Alors on continue, même épuisé. On se dit, juste une année de plus. Juste une promotion de plus. Juste le temps que les choses se calment. Mais les choses ne se calment pas. Elles s'aggravent. Les dépenses augmentent au même rythme que les revenus, comme les ombres au crépuscule. Et la liberté est sans cesse repoussée. C'est le paradoxe, les mêmes compétences qui permettent de gagner plus peuvent vous enfermer dans la dépendance si elles ne s'accompagnent pas d'autonomie. Si toute votre valeur repose sur vos efforts personnels, votre absence devient coûteuse. Dès que vous cessez de vous présenter, l'argent cesse d'arriver. Ce n'est pas la liberté. C'est un travail de haut niveau. Un travail respecté. Un travail bien rémunéré. Mais un travail tout de même. Le travail, à lui seul, a ses limites. La véritable indépendance financière ne se mesure pas à vos revenus, mais à votre capacité à vivre sans rien gagner. Elle réside dans l'équilibre entre effort et survie. Lorsque revenus et efforts sont indissociables, le stress s'installe. Lorsqu'ils commencent à se dissocier, des solutions émergent. Cela ne signifie pas démissionner demain, ni renoncer à l'ambition, mais la réorienter. Au lieu de se demander « comment gagner plus ?», on se demande « comment gagner différemment ?» Comment réduire sa dépendance à une production constante? Comment créer des flux de travail qui ne s'interrompent pas pendant les périodes de repos? Comment transformer l'effort en quelque chose de durable? Ces questions modifient les comportements. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes aux revenus modestes se sentent plus libres que celles qui gagnent bien plus. Elles ont opté pour une vie plus légère, moins de charges fixes, plus de flexibilité, moins de crainte des aléas. La liberté est fragile lorsqu'elle repose sur la perfection. Une erreur, un problème de santé, une fluctuation du marché, et tout s'écroule. C'est pourquoi la résilience compte plus que le chiffre d'affaires. Ce chapitre ne vise pas à rejeter le succès, mais à le redéfinir. Le succès ne se mesure pas aux applaudissements reçus pour un travail acharné, mais à la sérénité avec laquelle on réagit face aux imprévus. C'est savoir dire non sans paniquer, faire une pause sans s'effondrer, changer de cap sans honte. Un revenu élevé est un outil, certes, mais sans volonté, il devient un fardeau. L'objectif n'est pas de gagner moins, mais de dépenser moins d'efforts par euro dépensé sur le long terme. Ce simple changement peut apporter des décennies de sérénité. Au fil de votre lecture de ce livre audio, gardez ceci à l'esprit, l'argent qui exige votre présence constante n'est pas un allié, mais un employeur exigeant. L'argent qui continue de circuler même lorsque vous prenez du recul est un partenaire. Cette différence détermine si votre avenir vous paraîtra lourd ou vert. Dans le chapitre suivant,
nous explorerons l'une des notions les plus mal comprises en matière de finances personnelles: pourquoi nombre de choses que l'on appelle fièrement actifs nous freinent-elles en réalité discrètement? Et comment apprendre à faire la différence peut tout changer? Chapitre 3. La différence entre actif et encre. Il y a un mot que l'on adore utiliser quand on parle d'argent: actif. Il sonne fort, responsable, intelligent. On entend souvent dire fièrement: c'est mon plus grand actif. On montre du doigt des maisons, des voitures, des titres de propriété, des possessions. Mais voici la vérité, aussi dérangeante soit-elle, la plupart des gens n'ont jamais appris ce qu'est réellement un actif. On leur a appris ce qui en donne l'impression. Un actif n'est pas quelque chose d'impressionnant visuellement. Ce n'est pas quelque chose qui exige des sacrifices. Ce n'est pas quelque chose dont on se fait une idée. Un actif, c'est quelque chose qui réinvestit des ressources dans votre vie de façon constante, prévisible, sans exiger votre présence à chaque instant. Si son existence même vous coûte de l'argent, si sa gestion requiert un entretien et une attention constants, alors, aussi admiré soit-il socialement, il ne vous aide pas à avancer. Il vous freine. C'est une ancre. Les ancres ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont utiles quand on veut rester immobile. Mais si votre but est la liberté, il faut choisir ses ancêtres avec soin. La plupart des gens ne les choisissent pas. Ils les héritent. Réfléchissez à la façon dont on apprend très tôt à associer la propriété à la réussite. Acheter une maison. Changer de voiture. Meubler l'espace. Et recommencer. Chaque achat est présenté comme un progrès. Mais on se pose rarement la question essentielle: qu'est-ce que cela exige de moi, chaque mois, chaque année? Car la propriété a un coût caché. Pas seulement financier, mais aussi psychologique. Posséder un objet coûteux accapare une partie de notre attention. Cela influence nos décisions. Cela restreint nos options. Cela rend chaque choix de carrière plus crucial. On ne travaille plus seulement pour gagner sa vie. On travaille pour protéger ce qu'on a accumulé. Prenons un exemple simple. Imaginons deux personnes. Elles gagnent le même salaire. L'une utilise son argent supplémentaire pour acquérir des biens qui génèrent des revenus réguliers ou de petits flux de trésorerie qui arrivent sans effort quotidien. L'autre l'utilise pour améliorer son train de vie, des espaces plus grands, des améliorations plus luxueuses, des charges mensuelles plus importantes. Sur le papier, les deux semblent avoir réussi. Mais en réalité, elles évoluent dans des directions opposées. L'une se crée un effet de levier. L'autre crée une dépendance. Et avec le temps, l'écart devient impossible à ignorer. C'est là que beaucoup se trompent. Ils entendent le mot « investissement » et pensent qu'il s'agit de « tout ce qui pourrait prendre de la valeur plus tard ». Or, la valeur future ne vous aide pas à payer vos factures actuelles. L'appréciation est théorique tant qu'elle ne se concrétise pas. Les revenus, eux, sont bien réels chaque mois. Ce qui pourrait prendre de la valeur un jour, mais qui vous coûte cher aujourd'hui, n'est pas synonyme de liberté. C'est de la spéculation assortie d'une obligation. Cela ne signifie pas qu'être propriétaire est une mauvaise chose. Cela ne signifie pas qu'il est mal de profiter de la vie. Cela signifie simplement que la clarté est essentielle. Si vous croyez que quelque chose vous aide à progresser, alors qu'en réalité, cela vous ralentit, vous continuerez à accélérer, vous demandant pourquoi avancer est si épuisant. Voici un test simple: si vous arrêtiez de travailler pendant 6 mois. Cet investissement vous permettrait-il de subvenir à vos besoins? Ou vous demanderait-il davantage? La réponse est révélatrice. Les véritables actifs sont discrets. Ils ne réclament pas d'éloges. Ils ne flattaient pas l'ego.
Ils ne font pas étalage de leurs valeurs. Ils travaillent, tout simplement. Ils vous envoient des signaux de valeur sous forme de temps, de flexibilité et d'options. Les ancres, en revanche, sont bruyantes. Elles annoncent le succès. Elles incitent à la comparaison. Elles flattent l'ego. Mais elles absorbent l'énergie sans cesse. Un autre malentendu réside dans l'éducation. On apprend à beaucoup de gens à suivre leurs revenus, mais pas leur flux de trésorerie. Ils savent combien ils gagnent. Ils ne savent pas où va leur argent. Ils célèbrent les augmentations, sans remarquer que les dépenses augmentent discrètement et plus rapidement. Ainsi, même si les revenus augmentent, le contrôle diminue. C'est ainsi que les personnes aux revenus impressionnants ressentent de l'anxiété. Non pas parce qu'elles sont irresponsables mais parce que personne ne leur a appris à s'y retrouver. L'intelligence financière ne repose pas sur des calculs complexes. Il s'agit de reconnaître des schémas. De voir où l'effort se concentre. De voir où l'argent stagne ou s'échappe. Chaque achat est un choix. Un choix pour la facilité ou l'effort. Pour la flexibilité ou la rigidité. Pour la sérénité ou la pression future. Les ancres rassurent au début. Elles sont familières. Approuvées. Socialement validées. Les actifs semblent ennuyeux. Jusqu'au jour où ils vous sauvent discrètement la mise. Il y a aussi un facteur temporel souvent négligé. Au début de la vie, les contraintes semblent gérables. L'énergie est au rendez-vous. L'optimisme est fort. Le temps semble abondant. Mais les contraintes vieillissent différemment des êtres humains. Elles ne se fatiguent pas. Elles ne pardonnent pas. Elles se moquent de votre santé ou de votre motivation. Elles exigent la même contrepartie, même lorsque vos capacités évoluent. Les actifs, eux, s'adaptent. Ils se développent. Leurs valeurs se capitalisent. Ils absorbent les chocs. C'est pourquoi la liberté ne se construit pas par à-coups, mais par étapes. Étape par étape, vous réduisez votre dépendance à un revenu unique. Étape par étape, vous multipliez vos options. Jusqu'au jour où la pression retombe. Non pas parce que vous avez fui vos responsabilités, mais parce que vous les avez intelligemment conçues. Ce chapitre ne vous invite pas à tout vendre. Il vous invite à renommer les choses honnêtement ***. Appelez les contraintes par leur nom. Appréciez-les, en toute conscience. Et cessez de prétendre qu'elles vous font avancer. Réservez le mot « actif » aux choses qui vous apportent énergie, temps ou ressources. Cette discipline, à elle seule, change les comportements. Quand on cesse de confondre apparence et fonction, on cesse de construire une belle cage. Et on commence à bâtir quelque chose de bien plus rare, une structure qui soutient, sans vous opprimer. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'une des forces les plus dangereuses de la vie moderne. Non pas la cupidité. Non pas l'ignorance. Mais le confort. Et pourquoi, insidieusement, il retarde plus de rêves que l'échec ne pourrait jamais le faire. Chapitre 4. Le piège du confort. Le confort est rarement présenté comme un danger. Il arrive doucement, poliment, enveloppé de récompenses, un salaire stable, une routine familière, des journées prévisibles qui se confondent sans heurts. Au début, le confort est une victoire. On l'a mérité, on a travaillé pour l'obtenir, on a surmonté l'incertitude, et maintenant la vie semble gérable. Mais le confort a une seconde phase, plus discrète. Dans cette seconde phase, le confort cesse de nous servir et commence à nous façonner. Notre monde se rétrécit. On se réveille à la même heure, on emprunte le même chemin, on résout les mêmes problèmes, on a les mêmes conversations. Rien ne va mal. Et c'est là le problème. Quand rien ne nous met au défi, la croissance ralentit. Quand la croissance ralentit, la conscience s'estompe.
Quand la conscience s'estompe, les années s'évanouissent. Le confort ne vole pas nos rêves bruyamment, il les endort. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut, mais parce qu'ils cessent de viser. Ils confondent stabilité et progrès, répétition et maîtrise. Et lentement, presque imperceptiblement, ils se mettent à défendre la vie qu'ils voulaient fuir. Le confort est séduisant car il donne un sentiment de responsabilité. On n'est pas imprudent. On ne lutte pas. On fait ce qu'on attend de nous. Mais le confort a un prix qui ne se voit pas sur les relevés bancaires. Il révèle l'hésitation. On hésite à quitter un emploi qui ne nous stimule plus. On hésite à explorer des idées qui pourraient bouleverser notre routine. On hésite à imaginer des alternatives, car imaginer crée un malaise. Alors on remet à plus tard. L'année prochaine. Après la prime. Quand le rythme se calmera. Ce qui ne se calme jamais. La peur arbore souvent un masque dramatique. Mais le confort, lui, emporte un « plus amical ». Il dit « Pourquoi risquer ce que tu as déjà ?» Il dit « Sois reconnaissant, d'autres sont dans une situation pire. » Il dit « C'est suffisant. » Et peut-être que oui. Mais le « suffisant » est un plafond dangereux. Il y a une différence entre la paix et l'engourdissement. La paix vient de l'harmonie. L'engourdissement vient de l'évitement. Le confort peut brouiller les frontières. On cesse de remarquer la frustration parce qu'elle est familière. On cesse de remarquer l'ennui parce qu'il est prévisible. On cesse d'entendre cette petite voix intérieure qui demande « Est-ce vraiment tout ?» Non pas que cette voix ait disparu, mais parce que l'écouter exigerait du changement. Et le changement menace le confort. C'est pourquoi tant de gens s'accrochent à des routines qui ne leur sont plus utiles. Ils défendent des systèmes qui les épuisent. Non pas par faiblesse, mais parce que le confort conditionne le système nerveux à craindre davantage la perturbation que la stagnation. Financièrement, le confort est particulièrement dangereux. Un revenu stable atténue l'urgence. Des dépenses prévisibles instaurent un rythme. L'automatisation gère les tâches de base. Et soudain, la curiosité s'estompe. Pourquoi apprendre de nouvelles compétences? Pourquoi explorer de nouvelles sources de revenus? Pourquoi remettre en question les idées reçues? Tout fonctionne. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Le confort retarde la préparation. Il persuade les gens que demain ressemblera à aujourd'hui. Mais la vie est rarement coopérative. Les secteurs d'activité évoluent. La santé change. L'économie connaît des cycles. Et le confort nous laisse démunis face à l'adaptation. Le moment le plus dangereux dans une vie financière n'est pas l'échec. C'est quand les choses vont juste assez bien pour qu'on cesse de réfléchir. C'est à ce moment-là que la croissance se fige. C'est à ce moment-là que la tolérance au risque s'effondre. C'est alors que, sans s'en rendre compte, on troque la liberté à long terme contre une facilité immédiate. Le confort fausse aussi la perception du temps. Quand les journées se ressemblent, la mémoire se comprime. Les années paraissent plus courtes car rien ne se démarque. On se retourne et on se demande comment une décennie a pu disparaître. Non pas dans une tragédie, mais dans la routine. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent un jour désorientées. Elles n'ont pas choisi leur vie consciemment. Elles l'ont acceptée petit à petit. Le piège du confort n'est pas de la cruauté. C'est de la commodité. C'est l'absence de friction. Et sans friction, l'élan s'éteint. Cela ne signifie pas qu'il faille vivre dans le chaos. Cela signifie qu'il faut planifier l'inconfort. Apprendre quelque chose de nouveau. Entrer dans des lieux inconnus. Remettre en question ses vieilles convictions. L'inconfort est un signal. Cela signifie que vous repoussez les limites de ce qui vous est familier. Le confort vous rassure. L'inconfort vous aide à grandir.
Les deux ont leur place. Mais un seul élargit vos horizons. La croissance financière exige souvent d'abord un certain inconfort émotionnel. Admettre que l'on ne sait pas tout. Reconnaître ses angles morts. Se détacher des identités liées à la stabilité. C'est difficile. Mais il l'est tout autant de se réveiller des années plus tard et de réaliser qu'on a troqué l'impossible contre la prévisibilité. L'objectif n'est pas d'abandonner complètement le confort, mais de ne jamais le laisser dicter ses décisions. De rester curieux, même quand la vie semble paisible. De rester avide d'apprendre, même quand tout va bien. De se demander, souvent et discrètement, est-ce un choix ou une simple fuite du changement? Cette question, à elle seule, empêche le piège de se refermer. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment l'apprentissage et non le travail est souvent la voie la plus rapide vers une liberté durable. Et pourquoi accepter de paraître ridicule pendant un court instant peut vous épargner des années d'efforts. Chapitre 5. Apprendre plus vite que la peur. La peur a la réputation d'être bruyante. On l'imagine souvent comme de la panique, de l'anxiété, une hésitation manifeste. Mais la peur la plus puissante est silencieuse. Elle se déguise en logique. Elle dit, ce n'est pas le bon moment. Elle dit, j'ai besoin de plus d'informations. Elle dit, j'attendrai d'être prêt. Et on l'écoute, car cette voix semble raisonnable. La peur nous dit rarement de nous arrêter. Elle nous dit de tergiverser. Attendre rassure. Attendre semble intelligent. Attendre semble responsable. Mais tergiverser a un prix. Pendant que l'on attend des certitudes, le monde continue d'avancer. La plupart des gens ne manquent pas de motivation. Ils manquent simplement d'un cadre pour apprendre dans l'incertitude. On leur a appris à exécuter des instructions, et non à explorer avant de maîtriser. L'école leur a appris à attendre la permission, à éviter les erreurs, à associer l'erreur à la honte. Alors, quand la vie réelle exige d'expérimenter, ils se figent. Car la vie réelle ne distribue pas de programme scolaire. La croissance financière provient rarement de la connaissance absolue. Elle provient de l'apprentissage astérisque en mouvement astérisque, en faisant de petites erreurs, en observant les résultats, en ajustant sa trajectoire. Mais la peur déteste ce processus. La peur exige des garanties. Et les garanties n'existent pas dans ce qui compte vraiment. Il y a une différence entre l'imprudence et l'expérimentation. L'imprudence ignore les conséquences. L'expérimentation limite l'exposition. L'une est un pari risqué. L'autre est une approche prudente. On confond souvent les deux, et la peur exploite cette confusion pour garder le contrôle. Elle murmure, « Et si tu échoues ?» Mais elle ne demande jamais, « Et si tu apprends plus vite que les autres ?» Toute personne financièrement indépendante partage une habitude invisible, elle considère les erreurs comme des données, et non comme des verdicts. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elle ne s'effondre pas. Elle analyse. Quelle hypothèse était erronée? Quelle variable a changé? Que modifierai-je la prochaine fois? Cet état d'esprit transforme la peur, d'un obstacle, en un signal. La peur devient information. L'inconfort n'est pas synonyme de danger. Il est synonyme d'inconnu. Et c'est dans l'inconnu que réside la croissance. Pensez à la façon dont les enfants apprennent. Ils n'attendent pas de savoir marcher pour se tenir debout. Ils vacillent. Ils tombent. Ils se redressent. Personne ne les considère comme des ratés. Mais les adultes s'autocritiquent sévèrement pour des erreurs bien moindres. Ils exigent la perfection en terrain inconnu. Cette exigence est une peur déguisée. L'apprentissage financier fonctionne de la même manière. On ne maîtrise pas l'investissement en lisant sans cesse. On ne comprend pas le monde des affaires en réfléchissant seul. On ne gagne pas en confiance en évitant les risques. On y voit plus clair grâce à l'exposition.
De petits pas. Des environnements contrôlés. Des risques limités. La peur nous pousse à protéger notre identité. L'apprentissage nous pousse à protéger nos progrès. Il existe aussi une hiérarchie émotionnelle à l'œuvre. On craint davantage de paraître ridicule que de perdre de l'argent. On craint davantage le jugement que la stagnation. Alors on se tait. On reste discret. On reste responsable. Et les années passent. Mais la croissance ne requiert pas d'audace. Elle requiert de la constance. Une action inconfortable répétée calmement au fil du temps vaut mieux que des actions spectaculaires guidées par l'émotion. Posez des questions. Essayez de petites choses. Observez les résultats. C'est ainsi que se construit la confiance et non qu'on l'imagine. La peur se nourrit du flou. Moins votre plan est précis, plus la peur se fait entendre. L'apprentissage apporte de la précision. Des chiffres précis. Des actions précises. Des échéances précises. La précision atténue la peur. Quand on connaît ses risques, elle perd de son pouvoir. L'objectif n'est pas d'éliminer la peur, mais de la devancer. D'apprendre plus vite que la peur ne peut s'adapter. Car la peur évolue lentement. Elle se fonde sur des récits obsolètes, d'anciens échecs, des croyances héritées. L'apprentissage réécrit ces récits grâce à l'expérience concrète. C'est pourquoi ceux qui se lancent tôt eux-mêmes imparfaitement en surpassent souvent ceux qui ont attendu. Ils accumulent des retours d'expérience. Pendant que les autres planifient encore, ils s'adaptent. Pendant que les autres imaginent encore le risque, ils l'ont déjà mesuré. La peur nous pousse à protéger notre moi actuel. L'apprentissage investit dans notre futur. Ce choix détermine quelle version de nous-mêmes se développera. Une confiance tranquille naît de la certitude de pouvoir s'adapter. Non pas parce qu'on est sans peur, mais parce qu'on est ingénieux. Cette confiance ne vient pas de l'argent, mais de la compétence. De la certitude de pouvoir apprendre tout ce que l'instant exige. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de l'argent non pas comme d'une monnaie, mais comme d'un langage. Et comment c'est la maîtrise, et non l'effort, qui détermine qui réussit. Chapitre 6. L'argent comme langage. La plupart des gens pensent que l'argent se résume à des chiffres, soldes, salaires, prix. Mais l'argent n'est pas d'abord une question de mathématiques. L'argent est avant tout une communication. Il raconte une histoire de valeur, de confiance, d'opportunité et d'échange. Et comme pour toute langue, la maîtrise compte plus que l'effort. Deux personnes peuvent travailler aussi dur l'une que l'autre. L'une peine constamment, l'autre avance avec aisance. La différence ne réside pas dans l'intelligence, mais dans l'interprétation. L'une comprend le message de l'argent, l'autre n'y perçoit que du bruit. Quand on ne comprend pas une langue, tout paraît cher, risqué et confus. On hésite. On compte sur les autres pour traduire. On n'ose pas s'exprimer par peur de se tromper. C'est ainsi que beaucoup d'adultes perçoivent l'argent. Non pas par incapacité, mais parce qu'on ne leur a jamais appris les codes. L'argent s'exprime par schéma, flux de trésorerie, échéance, risque, effet de levier. Ce ne sont pas des concepts complexes, mais du vocabulaire de base. Pourtant, sans eux, on interprète mal les signaux. On confond revenu et patrimoine, prix et valeur, dette et progrès. Et ce langage continue de parler, qu'on l'écoute ou non. Chaque relevé financier est un paragraphe. Chaque transaction est une phrase. Chaque mois raconte une histoire de priorité. La plupart des gens ne lisent jamais leur propre histoire. Ils réagissent simplement de manière émotionnelle à la fin. Quand l'argent est source de stress, c'est souvent parce qu'il y a un malentendu. Une habitude ignorée. Un coût sous-estimé. Une dépendance non reconnue. La maîtrise financière apporte la sérénité.
Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'ils deviennent prévisibles. Pensez à la première fois où vous avez appris une nouvelle langue. Au début, tout semblait insurmontable. Votre cerveau travaillait sans relâche. Les interactions les plus simples vous épuisent. Mais avec le temps, des schémas se sont dégagés. Le contexte a aidé. La répétition a simplifié les choses. La confiance s'est développée. L'argent fonctionne de la même manière. Ceux qui maîtrisent leurs finances ne paniquent pas face aux fluctuations. Ils se posent des questions. Pourquoi cela a-t-il changé? Quelle variable a évolué? Est-ce temporaire ou structurel? Au lieu de réactions émotionnelles, ils répondent de manière analytique. C'est pourquoi la sérénité financière ressemble souvent à de la confiance, mais il s'agit en réalité de compréhension. L'une des croyances financières les plus dangereuses est « je ne suis tout simplement pas doué avec l'argent ». Cette affirmation bloque l'apprentissage. Elle fait de la confusion une caractéristique de l'identité. Mais l'argent ne repose pas sur le talent, mais sur la compréhension. Et la compréhension s'apprend. Pensez au nombre de personnes qui signent des accords sans les comprendre pleinement, prêt, abonnement, contrat. Elles se fient au ton plutôt qu'au terme. C'est comme hocher poliment la tête lors d'une conversation incompréhensible, en espérant qu'aucun élément important n'ait été abordé. Or, bien souvent, c'est le cas. La maîtrise ne rime pas avec complexité, mais avec conscience. Savoir quels chiffres sont importants, quelles questions poser, et quand le silence est préjudiciable. Quand on appréhende l'argent comme un langage, on cesse de se demander « combien rapporte-t-il ?» On commence à se demander « est-ce fiable, est-ce facilement adaptable, est-ce sensible au changement ?» Ces questions révèlent l'avenir. C'est pourquoi deux personnes peuvent percevoir la même opportunité et l'interpréter différemment. L'une y voit un risque, l'autre une structure. L'une perçoit l'incertitude, l'autre la possibilité de choisir. L'opportunité reste la même, seule son interprétation change. L'argent véhicule aussi des valeurs. Ces flux financiers indiquent ce qu'une société valorise, tandis que ses omissions révèlent ce qu'elle ignore. Apprendre à décrypter ces signaux vous permet d'aligner vos efforts sur la demande. Cet alignement est puissant. Lorsqu'effort et demande se rejoignent, les difficultés diminuent. Non pas parce que le travail s'arrête, mais parce que la résistance disparaît. La maîtrise financière réduit également la manipulation. Les personnes qui ne comprennent pas l'argent sont facilement influençables. Elles suivent les tendances. Elles se fient au charisme. Elles délèguent leurs réflexions. Les personnes qui maîtrisent l'argent vérifient. Elles prennent leur temps pour discuter. Elles demandent des éclaircissements. Elles repèrent les incohérences. C'est pourquoi l'éducation financière est discrètement transformatrice. Elle ne vous rend pas agressif. Elle vous ancre dans la réalité. Vous cessez de vous laisser distraire par le bruit. Vous cessez de réagir émotionnellement. Vous commencez à agir de manière réfléchie. Apprendre ce langage ne requiert pas la perfection. Juste de l'exposition. Lisez des relevés. Suivez les flux. Posez des questions qui dérangent. Au début, cela vous semblera étrange. Puis familier. Puis stimulant. Finalement, l'argent cessera d'être perçu comme un adversaire. Il deviendra un retour d'information. Un miroir qui vous montre ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Dans le chapitre suivant, nous explorerons pourquoi les personnes vraiment riches ne courent pas après l'argent en premier. Elles courent après le temps. Et comment le rachat de vos heures pourrait bien être l'investissement le plus précieux que vous ferez jamais. Chapitre 7. Pourquoi les riches achètent du temps? Le temps est la seule monnaie que chacun dépense, consciemment ou non. L'argent se gagne. La réputation se reconstruit. Les opportunités se présentent à nouveau.
Le temps, lui, ne se rachète pas. Et pourtant, la plupart des gens le gaspillent sans y penser. Heure après heure. Année après année. Non par choix, mais parce qu'on ne leur a jamais appris sa valeur. On croit souvent que les riches sont obsédés par l'argent. En réalité, ils sont obsédés par le temps. L'argent n'est que l'outil qui leur permet de le protéger. En y regardant de plus près, on remarque une constante, ceux qui ont des difficultés financières vendent souvent leur temps directement. Ceux qui reprennent le contrôle de leur vie apprennent à dissocier leurs revenus de leur temps. Cette distinction change tout. Au début de la plupart des carrières, temps et argent sont étroitement liés. On est là. On travaille. On est payé. C'est normal. Mais les problèmes surviennent lorsque cette relation n'évolue jamais. Lorsque chaque euro exige constamment notre présence, notre attention et notre énergie, notre vie devient fragile. Si les revenus s'arrêtent quand on s'arrête, le repos devient risqué. Les vacances sont source d'anxiété. La maladie, de peur. Le vieillissement engendre l'incertitude. C'est pourquoi même ceux qui semblent réussir se sentent souvent piégés. Ils ne maîtrisent pas leur temps, ils le louent. Gagner du temps ne signifie pas rester inactif, mais organiser sa vie de manière à ce que ses efforts aient un impact durable. Cela signifie se poser les questions suivantes: combien de fois ce travail me rapporte-t-il? Est-ce que cela peut se développer au-delà de mon implication directe? Est-ce que cela peut continuer sans moi aujourd'hui? Ce sont des questions liées au temps, et ces questions mènent à des réponses axées sur la liberté. Ceux qui gèrent leur temps pensent différemment. Ils ne se demandent pas « combien vais-je gagner cette année ?», mais plutôt « combien de temps cela me permettra-t-il de subvenir à mes besoins ?» Ils ne courent pas après des emplois du temps surchargés, mais protègent les moments de répit. L'un des concepts les plus mal compris est celui de l'effet de levier. L'effet de levier n'est pas de l'exploitation, mais de la multiplication. Il s'agit d'utiliser des systèmes, des outils et la collaboration pour étendre son impact au-delà de ses propres ressources. C'est écrire un texte une seule fois et le vendre à de multiples reprises, construire quelque chose qui sert les autres en continu, s'approprier une partie d'un processus au lieu d'effectuer la tâche dans son intégralité. C'est ainsi que le temps se dilate. Sans effet de levier, l'ambition se transforme en épuisement. Avec l'effet de levier, la patience devient une force. Beaucoup de gens résistent à cette idée. Ils croient que le repos doit être mérité par la souffrance. Ils croient que la valeur ne provient que de l'effort visible. Ils culpabilisent lorsqu'ils ne travaillent pas. Ces croyances sont acquises, elles sont fausses. Elles profitent aux systèmes qui dépendent d'un travail constant, et non aux individus en quête d'autonomie. Ceux qui prennent leur temps se dégagent des tâches inutiles. Ils délèguent. Ils automatisent. Ils simplifient. Non par paresse, mais parce qu'ils comprennent le coût d'opportunité. Chaque heure consacrée à une activité à faible impact est une heure de moins consacrée à une activité transformatrice. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, prendre son temps semble coûteux, embaucher de l'aide, payer pour des systèmes, lâcher prise. Mais avec le temps, cela devient la décision la plus rentable que vous puissiez prendre. Car le temps s'accumule. Les compétences s'approfondissent. La vision s'élargit. L'énergie revient. Ceux qui prennent leur temps pensent à long terme. Ils constituent des réserves. Ils réduisent leur fragilité. Ils conçoivent des vies capables d'absorber les chocs. Ils ne paniquent pas lorsque leur plan change. Ils s'adaptent. Car leur survie ne dépend pas d'un emploi du temps fragile. Remarquez le contraste avec la culture de la performance à outrance, qui glorifie l'épuisement. Elle glorifie le sacrifice sans demander d'instruction. Ceux qui gèrent leur temps sont sélectifs. Ils travaillent intensément, mais seulement là où c'est important. C'est la différence subtile entre être occupé et être efficace.
des agendas surchargés. L'efficacité façonne l'avenir. Lorsque vous commencez à valoriser votre temps à sa juste valeur, vos priorités changent. Vous cessez de faire vos preuves. Vous commencez à choisir. Vous cessez de dire oui à tout. Vous commencez à dire oui à l'harmonie. Et peu à peu, vos journées se transforment. Moins de précipitation. Plus d'intention. Gérer son temps, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Il assume la responsabilité de sa vie limitée. C'est décider que vos heures méritent un but, et non pas simplement de la consommation. Dans le chapitre suivant, nous explorerons la notion de propriété. Non pas la propriété comme statut, mais la propriété comme levier. Et pourquoi ceux qui possèdent même de petites parties de systèmes précieux surpassent souvent ceux qui y travaillent le plus durement. Chapitre 8. Le pouvoir de la propriété. La notion de propriété est l'une des plus mal comprises de la vie moderne. On l'associe souvent au statut social, au titre, aux actes de propriété, à la reconnaissance. Pourtant, la véritable propriété a bien peu à voir avec les apparences. La propriété est une question de position. Votre place au sein d'un système détermine si vous serez récompensé ponctuellement ou de façon continue. La plupart des gens passent leur vie dans des systèmes qu'ils ne contrôlent pas. Ils utilisent des machines, suivent des procédures, exécutent des instructions. Et il y a une certaine dignité à cela. Mais il y a aussi une limite. Car lorsque vous ne possédez pas le système, votre potentiel de gain est limité, quels que soient vos efforts. La propriété change la donne. Lorsque vous possédez une part d'un système, vos efforts se multiplient. Vous n'êtes plus payé uniquement pour votre temps, mais pour une valeur ajoutée durable. C'est pourquoi deux personnes peuvent contribuer de manière égale et pourtant obtenir des résultats radicalement différents. L'une est rémunérée, l'autre voit ses gains s'accumuler. La propriété ne nécessite pas de bâtir un empire. Elle commence souvent modestement, un pourcentage, une licence, une participation. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, mais l'alignement. Vos efforts contribuent-ils à bâtir quelque chose que vous contrôlez, ou quelque chose que vous devrez un jour abandonner? On entend souvent dire « je ne veux pas de responsabilité ». Mais être propriétaire, ce n'est pas porter plus de poids. C'est choisir astérisque quel astérisque poids porteur. Vous pouvez porter le poids d'une multitude de tâches, ou celui des décisions à long terme. L'une vous épuise au quotidien. L'autre vous met au défi de temps à autre et vous récompense ensuite. Être propriétaire change aussi notre façon de penser. Quand on possède quelque chose, on pense différemment. On planifie à plus long terme. On repère les inefficacités. On veille à la pérennité. Les locataires se concentrent sur la production. Les propriétaires se concentrent sur la durabilité. Cette différence s'accumule discrètement avec le temps. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent bloqués, même lorsqu'ils réussissent. Ils contribuent, mais ne cumulent pas. Ils ajoutent de la valeur, mais ne la captent pas. La propriété combine cet écart. La propriété moderne ne se limite pas aux biens matériels. Elle inclut la propriété intellectuelle, les actions, les redevances, les actifs numériques, les systèmes évolutifs. Tout ce qui peut générer de la valeur sans votre présence constante. Ces formes de propriété sont souvent invisibles jusqu'à ce qu'elles deviennent incontestables. Devenir propriétaire ne signifie pas cesser de travailler. Cela signifie que votre travail s'accumule. Chaque effort s'appuie sur le précédent. Les progrès ne sont plus remis à zéro chaque matin. Voilà la différence. Nombreux sont ceux qui hésitent à devenir propriétaires car le processus leur paraît lent. Il n'y a pas d'applaudissements immédiats, ni de validation instantanée. Pourtant, la propriété récompense la patience. Elle privilégie la stabilité à la rapidité, l'influence au bruit.
Ceux qui l'ont compris ne se précipitent pas. Ils construisent discrètement. Et un jour, leur position parle d'elle-même. La propriété protège également contre la volatilité. Les emplois changent. Les secteurs d'activité évoluent. Les compétences deviennent obsolètes. Mais la propriété s'adapte. Elle absorbe le changement au lieu de s'effondrer sous son poids. Cette résilience est inestimable. Être propriétaire n'est pas synonyme de domination, mais de participation à un niveau supérieur. Au lieu de se demander « Comment puis-je gagner plus ici ?», on se demande « Comment puis-je devenir propriétaire de ce qui est en train d'être construit ?» Cette question à elle seule peut changer votre trajectoire. Dans le chapitre suivant, nous explorons une idée contre-intuitive. Pourquoi parfois, la meilleure stratégie n'est pas de travailler plus dur pour gagner de l'argent, mais de travailler intentionnellement pour apprendre Et comment l'humilité à court terme peut ouvrir la voie à une liberté à long terme. Chapitre 9. Travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner. La plupart des gens évaluent le travail selon un seul critère, le salaire. Quel est le niveau des revenus? À quelle vitesse augmente-t-il? Le travail procure-t-il une certaine sécurité? Ce sont des questions légitimes, mais incomplètes. Car si le revenu répond aux besoins du présent, les compétences, elles, préparent l'avenir. Très tôt dans la vie, beaucoup commettent des erreurs cruciales. Ils privilégient l'argent à l'apprentissage. Ils choisissent le confort plutôt que la compétence, la stabilité plutôt que l'expérience. Et cela leur semble judicieux, jusqu'à ce que le contexte change. L'argent dépensé disparaît. Les compétences acquises, elles, demeurent. Elles s'adaptent, se transfèrent et se multiplient. C'est pourquoi certains se remettent rapidement des échecs, tandis que d'autres n'y parviennent jamais. La différence n'est pas une question de chance, mais de densité d'apprentissage. Le travail n'est pas qu'un moyen de survivre. C'est une école. Chaque rôle est source d'apprentissage, à condition de savoir où chercher. Communication. Négociation. Pensée systémique. Prise de décision sous pression. Certains emplois sont rémunérés en argent. D'autres en compétences. Les postes les plus importants offrent les deux. Ceux qui travaillent uniquement pour le salaire deviennent dépendants de celui-ci. Ceux qui travaillent pour apprendre développent leur adaptabilité. Et l'adaptabilité est la sécurité ultime. C'est pourquoi les sacrifices à court terme peuvent être stratégiques. Accepter un poste stimulant. Intégrer un secteur qui enseigne l'effet de levier. Accepter l'inconfort pour une croissance accélérée. Ces décisions paraissent rarement impressionnantes au premier abord. Mais leurs effets s'accumulent. L'apprentissage progresse plus vite que l'argent, car il ouvre de meilleures perspectives. Chaque compétence valorise la suivante. La confiance grandit. Les options se multiplient. Et soudain, gagner de l'argent devient plus facile. Non pas parce que l'effort diminue, mais parce que l'efficacité augmente. Il y a un changement de mentalité. Au lieu de se demander « Combien ce poste rapporte-t-il ?», on se demande « Que serai-je dans 2 ans si je reste ? Quelles compétences maîtriserai-je ? Quelle porte cela m'ouvrira-t-il » Ces questions révèlent une valeur insoupçonnée. Ceux qui se concentrent uniquement sur le salaire stagnent souvent. Confortable, certes, mais plafonné. Ceux qui privilégient l'apprentissage continuent de progresser. Même en cas de baisse temporaire, leur progression à long terme est positive. Cette approche réduit aussi la peur. Quand on sait qu'on peut apprendre vite, le changement est moins menaçant. On n'est pas prisonnier d'un seul poste, d'un seul titre, d'un seul secteur. Notre identité devient fluide. Cette flexibilité est un atout précieux. Elle est aussi rare.
La plupart des gens confient leur apprentissage à des institutions et s'arrêtent une fois leurs études terminées. Mais le monde évolue sans cesse. Ceux qui continuent d'apprendre discrètement prennent de l'avance. Apprendre ne signifie pas sous-estimer sa valeur, mais comprendre l'effet de levier. On troque un confort immédiat contre une maîtrise à long terme. On investit ses efforts là où la croissance est la plus forte. À terme, apprentissage et revenus convergent. Vos compétences se font rares. Votre perspective devient précieuse. Vos choix s'élargissent. Et le travail ressemble moins à une nécessité de survie qu'à une forme d'expression. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de risques. Non pas de risques inconsidérés, mais de risques calculés. Et pourquoi éviter tout risque est souvent la stratégie la plus risquée. Chapitre 10. La psychologie du risque. Le risque est l'un des mots les plus mal compris de la vie moderne. Pour beaucoup, prendre un risque est synonyme d'insouciance, de danger, d'irresponsabilité. Ils l'associent à la perte, financière, émotionnelle, réputationnelle. Alors ils l'évitent. Ils recherchent la sécurité. Mais la sécurité, telle que la plupart des gens la conçoivent, est une illusion. Le risque n'est pas un concept unique. Il y a le risque inconsidéré, non mesuré, émotionnel, impulsif. Et puis il y a le risque calculé, intentionnel, éclairé, maîtrisé. Confondre les deux paralyse. Éviter le risque inconsidéré est sage. Éviter astérisque tous astérisque les risques sont coûteux. Car la stagnation a aussi des conséquences. Elles sont simplement différées. Chaque décision importante comporte un risque. Rester à son poste. Quitter son emploi. Apprendre une nouvelle compétence. Ignorer le changement. Chaque choix nous expose à une forme d'incertitude différente. La différence réside dans la visibilité. Certains risques sont évidents. D'autres se dissimulent discrètement dans la routine. Ceux qui se croient réfractaires aux risques choisissent souvent simplement des risques familiers. Ils acceptent le risque d'épuisement professionnel. Le risque de devenir obsolète. Le risque de dépendre d'une seule source de revenus. Car ces risques sont perçus comme connus. Les risques inconnus sont plus effrayants, même lorsqu'ils sont moindres. La peur exacerbe l'incertitude. Elle se demande « et si cela tourne mal ?» Mais elle se demande rarement « et si rien ne change ?» Le statu quo peut coûter cher. La prise de risque calculée commence par la compréhension des risques. Ni par des suppositions, ni par de l'espoir, mais par une évaluation. Combien pourrais-je perdre? Quelle est la probabilité de ce résultat? À quoi ressemblerait la reprise? Lorsque les risques sont clairement définis, la peur diminue. C'est ainsi que fonctionnent les personnes résilientes. Elles n'éliminent pas le risque, elles le limitent. Elles ne jouent pas leur avenir. Elles font des choix réfléchis, avec des limites claires. Comparons cela au risque du confort. Le confort n'a pas de limite nette. On ne sait pas quand il cesse d'être profitable, ni quand il devient dangereux. Et lorsqu'il se manifeste, les options peuvent être limitées. La prise de risque calculée est souvent déstabilisante au début. On sort de sa routine, on admet son incertitude, on agit sans garantie. Mais chaque étape apporte des éléments de preuve. Les preuves remplacent la peur. La confiance ne naît pas de l'optimisme, mais de l'expérience, de la capacité d'adaptation. Les personnes financièrement indépendantes n'ont pas les nerfs plus solides, mais une meilleure approche. Elles ne se demandent pas « est-ce risqué ?», mais « ce risque vaut-il la peine d'être pris compte tenu des enseignements, des avantages et des coûts ?» Cette question modifie les comportements. Le risque n'est pas à éviter, mais à gérer consciemment. Ceux qui le font prennent de l'élan. Les autres restent prudents, voire freinés. Dans le chapitre suivant,
nous prendrons du recul. Au-delà des tactiques, au-delà des revenus, nous explorerons une dimension plus profonde, comment la construction d'une mission financière personnelle oriente chaque décision et donne un sens au succès. Chapitre 11. Élaborer une mission financière personnelle. Sans direction, le progrès paraît vain. On peut gagner plus, posséder plus, accomplir plus, et pourtant se sentir toujours insatisfait. Car l'élan sans sens mène à la dérive. Une mission financière personnelle n'est pas un chiffre, ni un objectif de patrimoine, ni un âge de retraite. C'est un principe directeur, une raison d'être à nos décisions. Quand on manque de mission, on adopte des objectifs impersonnels, on court après ce qui semble réussir, on se compare aux autres, on améliore ses possessions par habitude, et on s'étonne ensuite de la courte durée de la satisfaction. Une mission oriente nos choix. Elle répond aux questions « Vers quoi est-ce que je construis ? Que suis-je en train de protéger ? Quel genre de vie est-ce que je façonne ?» Avec une mission, les compromis deviennent plus faciles. Sans mission, chaque décision est un fardeau. Votre mission n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, elle doit simplement vous guider. Liberté de temps, autonomie créative, sécurité pour la famille, flexibilité pour explorer. Des missions différentes requièrent des stratégies différentes. C'est pourquoi copier le chemin de quelqu'un d'autre est rarement une réussite. Ses objectifs déterminent ses risques, ses valeurs déterminent son rythme. Votre mission détermine la vôtre. Une mission claire évite aussi les excès. Cela vous empêche de courir après toutes les opportunités. Tout ce qui est profitable n'est pas forcément aligné sur vos objectifs. Les personnes qui ont une mission savent dire « non » plus souvent. Elles préservent leur énergie. Elles respectent l'attention. Elles comprennent que dire oui à une chose, c'est dire non à une autre. Une mission nourrit aussi la patience. Quand les progrès ralentissent, le but demeure. Quand des revers surviennent, le sens donné à la mission absorbe le choc. C'est ainsi que l'on reste constant pendant des décennies. Votre mission évoluera. C'est normal. Mais en avoir une même imparfaitement définie vaut mieux que de dériver sans but. Quand l'argent sert une mission, on le porte plus léger. Quand l'argent astérisque et astérisque la mission, il ne satisfait jamais. Demandez-vous, que veux-je que mon argent protège ? À quoi veux-je que mon temps ressemble ? Quel compromis suis-je prêt à faire et à ne pas faire ? Ces réponses façonnent tout. Une mission financière personnelle transforme la stratégie en gestion responsable. Vous ne courez plus après les opportunités. Vous construisez avec intention. Dans le prochain chapitre, nous parlerons d'héritage. Non pas d'héritage, mais d'impact. Et comment transmettre différemment ces valeurs à la génération suivante peut être la décision financière la plus importante de toutes. Chapitre 12. Enseigner différemment à la prochaine génération. Tout système financier perdure bien au-delà des personnes qui le composent. C'est pourquoi les décisions financières les plus importantes sont souvent invisibles. Elles ne concernent ni les revenus, ni les investissements, mais ce qui est transmis. La plupart des gens héritent de croyances financières bien avant d'hériter d'argent. Ils absorbent des attitudes, ce qui est sûr, ce qui est risqué, ce qui est normal. Ces leçons sont rarement énoncées à voix haute, mais plutôt montrées par l'exemple. Les enfants n'écoutent pas les conseils financiers, ils observent les comportements financiers. Ils remarquent le stress, l'évitement, la confiance ou son absence. Et ces observations façonnent discrètement leurs choix futurs. C'est pourquoi il est essentiel d'éduquer différemment la prochaine génération. Non pas en faisant la leçon, ni en contrôlant, mais en inculquant la curiosité plutôt que la peur. Imaginez grandir en voyant l'argent abordé sereinement, comme un outil, un système, quelque chose à comprendre et non à redouter. Imaginez voir des adultes poser des questions au lieu d'éluder les affirmations.
Imaginez voir les erreurs perçues comme des leçons, et non comme une source de honte. Cet environnement, à lui seul, change la donne. L'éducation traditionnelle se concentre souvent sur la conformité, suivre les instructions, répondre aux attentes, éviter les erreurs. Mais l'avenir récompense l'adaptabilité. Ceux qui savent apprendre. Ceux qui savent s'adapter. Ceux qui savent penser par eux-mêmes. L'éducation financière devrait favoriser cela. Éduquer la prochaine génération différemment ne nécessite pas de richesse. Cela exige de l'ouverture. Expliquer les décisions. Partager le raisonnement. Reconnaître l'incertitude. Dire « je ne sais pas, cherchons ensemble ». Cette phrase est plus instructive que n'importe quelle certitude. Un autre changement important consiste à redéfinir la réussite. Au lieu de célébrer uniquement les résultats, célébrons le processus. L'effort. L'apprentissage. La résilience. Lorsque les enfants apprennent que la progression compte plus que la perfection, ils se familiarisent avec l'expérimentation. Et c'est dans l'expérimentation que naît l'innovation. L'héritage n'est pas ce que l'on laisse derrière soi. C'est ce que l'on laisse astérisque à l'intérieur astérisque des gens. La confiance. La curiosité. Les compétences. Ces qualités se transmettent de génération en génération. Éduquer différemment, c'est aussi remettre en question les idées reçues. Que la lutte est noble. Que le repos doit être mérité par l'épuisement. Que la sécurité ne vient que de l'obéissance. Ces idées appartenaient à une autre époque. La prochaine génération a besoin d'outils, pas de peur. Lorsque les gens grandissent en comprenant la notion de responsabilité, d'effet de levier et d'apprentissage, ils n'ont plus peur du changement. Ils s'y retrouvent. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir n'est pas de vous protéger des difficultés, mais de vous préparer. Se préparer à réfléchir, à s'adapter, à construire. Si ce livre audio a transformé votre façon de penser, imaginez l'impact qu'une écoute régulière pourrait avoir sur ceux qui vous suivront. C'est ainsi que les cycles se brisent. Discrètement. Volontairement. Et maintenant, au terme de ce voyage, il est temps de rassembler tous les éléments. Conclusion. Choix du long terme. S'il y a une idée qui sous-tend tout ce que vous avez entendu, c'est celle-ci: la liberté se construit, elle ne s'obtient pas d'un coup. Ni par chance, ni par raccourci, ni par une simple décision, mais par un processus graduel. Un processus de compréhension, d'intention et de patience. La plupart des gens vivent dans la réaction. Ils réagissent aux factures, à la pression, aux attentes. Ils travaillent plus dur quand le stress augmente, ils dépensent plus quand leur revenu augmente, espérant que la stabilité finira par arriver. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. La vision à long terme est différente. Elle pose de meilleures questions: que suis-je en train de construire? De quoi est-ce que je dépends? Que se passera-t-il si tout s'arrête? Ces questions sont dérangeantes, mais elles sont puissantes. La vision à long terme privilégie la clarté à la rapidité. Elle privilégie l'apprentissage à l'effet de levier, la responsabilité à l'apparence, le temps à l'argent. Elle ne court pas après les applaudissements, elle se construit discrètement. Ce chemin n'est pas spectaculaire. Il y aura des moments où il semblera plus lent que celui des autres. Mais avec le temps, il vous libère de la dépendance, de la panique, de l'urgence constante. Vous n'avez pas besoin d'être intrépide, vous avez besoin d'être curieux. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous devez continuer à apprendre. Vous n'avez pas besoin de fuir vos responsabilités. Vous devez les assumer avec discernement. À long terme, la persévérance est récompensée. Qui nomme les choses avec honnêteté? Qui privilégie la méthode au stress? Qui comprend que l'argent est un outil, non une définition de l'identité?
Si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ceci: travailler dur est admirable. Mais travailler de manière intentionnelle est transformateur. Votre avenir se forge moins par des moments spectaculaires que par des choix discrets, répétés avec constance. C'est ainsi que naît la liberté. Si ce livre audio a changé votre façon de penser, même légèrement, prenez un instant. Aimez cette vidéo. Pour découvrir d'autres livres audio complets, partagez votre principal enseignement en commentaire, je les lis. Et partagez-le avec une personne qui travaille dur, mais qui cherche encore des réponses. Parfois, la bonne idée, au bon moment, change tout.